Et direction le Mali, où l'État islamique est en train de gagner du terrain, de se constituer même un sanctuaire à la frontière entre le Mali et le Niger. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Un point peut-être de la situation sur le terrain, situation à cette frontière. Où est-ce qu'on en est? Absolument. Donc, c'est une situation qui est évolutive depuis début avril dernier. Donc, ça fait 4 mois que l'État islamique opère sur cette zone frontalière. On a une carte. On pourrait voir les localités dans lesquelles il est actif et sans réelle entrave. On voit toutes les localités en noir sont les localités qui sont contrôlées par l'État islamique où la population a été évacuées pour certaines. Et les dernières 2 attaques, ils ont eu lieu à Emis et Inekar, et on sait que l'État islamique a même investi la ville. Donc on voit toute la ligne frontalière. Le sanctuaire de l'État islamique, c'était Inaraban, et maintenant ils ont fait une sorte de dortoir ou d'infirmerie à Ndarambukan, où ils acheminent tous leurs blessés vers cette zone-là. Donc, ils sont quasiment en contrôle, on va dire, de la frontière. La population est en train de fuir parce qu'en fait, la population écoute sur les radios les mouvements des djihadistes, et dès qu'ils savent que les djihadistes avancent vers une zone, même avant l'attaque, ils fuient parce qu'il y a eu des massacres, des centaines de personnes qui ont été tuées, un nombre important de bétail abandonné. On a la vidéo où on voit où le bétail a été abandonné à Emis. On voit le bétail abandonné, sans eau. Les gens n'osent plus, en tout cas, aller s'occuper du bétail qui meurt. Et c'est important parce que c'est tout ce que les gens ont. Donc là, on parle des Daousak, c'est tout ce qu'ils ont. Donc pour qu'ils abandonnent précipitamment leur bétail, ça veut dire que la situation est grave et qu'ils ont peur pour leur vie. Certes, une partie de ce bétail a été récupérée grâce à l'intervention du mouvement pour le salut de l'Azawad, donc c'est une faction locale, la seule faction aujourd'hui toujours active et qui est ciblée, désignée comme cible prioritaire par l'État islamique. Donc ce qui est intéressant aussi par rapport à ces écoutes radio, on m'a dit que les gens qui écoutent ce qui se passe pour prévenir et fuir devant les djihadistes, ils entendent des dialectes qui ne sont pas de la région. Donc des dialectes certes arabes ou peul ou tamatchek, mais qui ne sont pas propres à la zone. Donc ce qui inscrit ça, ce qui se passe depuis 4 mois, dans une dynamique, on va dire, dans une stratégie de l'État islamique pour se créer un sanctuaire, dans une zone qui est riche en eau, où il y a de la végétation et il y a du relief. Donc pour pouvoir se cacher et en faire un sanctuaire, et cela en capitalisant sur des griefs anciens entre les populations locales, donc Touareg, arabes, et les Peuls, parce que ce sont des zones convoitées depuis des décennies. Ce qui démontre en tout cas que l'État islamique arrive à s'ancrer sur la dynamique locale pour prospérer. C'est un groupe qui a quand même perdu, pourtant, récemment, l'un de ses plus grands chefs. Effectivement, il a perdu un de ses plus grands chefs, donc originaire de cette même zone d'Inaraban. Donc c'est un arabe, c'est Youssouf Wild Shaib. On a sa photo, on a réussi à avoir sa photo. Et il est mort dans des circonstances particulières. Ce n'était pas au combat, ce n'était pas par les forces françaises qui avaient éliminé Abou Walid Sahraoui, parce que c'est lui qui a assuré l'intérim après à la tête de l'État islamique, après la mort d'Abou Walid, avant que Daoud soit nommé. Il a été tué par des djihadistes touaregs dans les rangs de l'État islamique. C'est des djihadistes qui ont voulu aller voir leur famille, c'est quelqu'un d'important, on va dire, dans les rangs des djihadistes, et il appartient aux Daousak, donc les mêmes ciblés par l'État islamique, et ça rentre dans le cadre d'une vengeance ou de quelque chose de très personnel. Donc il n'est pas mort au combat, mais il a été tué par un de ses hommes, ce qui nous ramène à la dynamique ethnique, on va dire, dans cette zone. Un mot peut-être du contexte. La MINUSPA vient de dévoiler justement son rapport sur les exactions, cette fois des forces maliennes. Absolument, la MINUSMA a fait un rapport dans lequel elle chiffre, on va dire, les exactions par les djihadistes les 3 derniers mois, donc 384 civils tués, mais aussi par les forces armées maliennes, 249 morts tués. Donc le rapport de la MINUSMA fait état de 320 violations des droits de l'homme par les forces armées maliennes au dernier trimestre, donc 10 fois plus que le trimestre précédent, sans oublier que ceci rentre dans une dynamique où les forces armées maliennes sont en train de dire qu'ils contrôlent le terrain, qu'ils sont en train de faire une montée en puissance, sauf qu'en réalité, même s'ils ont eu quelques résultats ponctuels, on sait qu'in fine, par exemple, là où l'on parle maintenant, la RN16, la route nationale 16, elle est bloquée par les djihadistes d'Al-Qaïda depuis le 25 mai. Sans que l'armée puisse faire quelque chose par rapport à ça. On sait qu'il y a eu beaucoup d'exactions
par les mains des forces armées maliennes, aidées par des supplétifs ou des éléments russes. On a pu parler ici même du massacre d'Oumoura. Nos confrères du New York Times en ont reparlé aujourd'hui. Ils ont allé encore plus loin dans l'enquête. Et on sait très bien ce qui s'est passé aussi à Gossi, où l'état-major français a dévoilé des images qui faisaient la démonstration, et là on les a aussi les images, la démonstration d'une fabrication, on va dire, d'une fausse information qui devait mettre en cause les forces françaises à leur départ de Gossi. Et on a vu des militaires maliens avec des supplétifs russes en train d'enterrer des cadavres. On soupçonne que ces cadavres proviennent d'un autre massacre commis par les forces maliennes et les Russes à Ombori cette fois-ci. Donc il n'y a pas de montée en puissance à part sur le papier, et toutes les opérations n'arrivent pas à entraver les opérations djihadistes. Selon Acled, on sait qu'en 2021, il y a eu 689 attaques djihadistes, 543 en 2020, 295 en 2019, et il prévoit 920 attaques pour 2022, alors qu'on n'est qu'en juin. Et là, ce sont les images de Gossi, où on voit des militaires enterrer des cadavres pour après accuser les forces françaises d'avoir laissé un charnier derrière à Gossi. On répète, ce sont des images filmées par les forces armées françaises. Merci beaucoup Wassim Nasr pour l'éclairage, décryptage donc de cette journée, la situation au Mali et ce sanctuaire qui est en train donc d'être constitué à la frontière avec le Niger.